Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale, édition de ce 23 novembre 2021. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, aujourd'hui, Érable en bref se consacrera à 3 sujets intéressants pour nos organismes communautaires, entre autres, car il sera question de cette grande mobilisation organisée par la TROC CQM, soit la table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux du Centre du Québec et de la Mauricie, qui a eu lieu le 25 octobre dernier. 400 personnes provenant de différents organismes communautaires de Arthabasca et de l'Érable y ont d'ailleurs participé. Les organismes espèrent ainsi que le gouvernement s'engagera davantage dans le monde communautaire afin de retrouver une autonomie, un financement et une justice sociale pour les organismes, mais aussi pour les membres. Caroline Moreau, qui est la directrice générale de la Corporation de développement communautaire de l'Érable, sera d'ailleurs notre invitée. Aussi, la semaine dernière, nous avons eu droit à nos premiers flocons de neige. Donc, question de se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, parlons du marché de Noël de l'Érable et Arthabasca. Joannie Roy, qui est la coordonnatrice de la 13e édition, a bien hâte de nous accueillir pour ce grand retour. On se souviendra que l'an dernier, l'organisation avait dû annuler la présentation de ce salon. L'émission se terminera par une entrevue en compagnie de Marie-Hélène Beaupré, qui est responsable des communications de tourisme Centre du Québec. Et le sujet, offrir le Centre du Québec en cadeau. Voici maintenant votre bulletin de nouvelles. 3 organisations d'affaires s'unissent pour promouvoir l'achat local en cette période de réjouissance. Bilan aussi du plus récent Conseil de ville de Princeville. Un retour sur la semaine de prévention des dépendances. Anciennement, c'était la semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies. Et aussi des marcheurs en visite chez nous de Québec-Compostelle et du Chemin du Québec. Eh bien, une trinité dans le milieu des affaires grâce à une nouvelle campagne d'achat local. En effet, il est question de 3 associations, soit la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, et la SADC, soit la Société d'aide au développement de la collectivité Arthabasca-Érable. J'achète ici, j'y gagne aussi est le leitmotiv de cette campagne pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants. La carte J'achète ici, j'y gagne aussi servira à amasser de l'argent pour des promotions en vigueur pour le consommateur. Et pour le commerçant, c'est l'avantage de la carte fidélisation de la clientèle, entre autres. La plateforme Freebies est le partenaire technologique qui a été choisi par les 3 organisations. Et maintenant, on parle d'installation de compteurs d'eau du côté de Princeville. Il en a été question d'ailleurs lors de la plus récente séance du Conseil de Princeville qui a eu lieu le 15 novembre dernier. Je vous en fais la lecture. Conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Ville de Princeville se doit de débuter l'implantation des compteurs d'eau sur son territoire. En fonction d'un échantillonnage, 60 compteurs d'eau seront implantés dans des résidences et ce uniquement afin de collecter des données pour l'instant. De plus, la Ville procédera au remplacement de 15 compteurs d'eau déjà installés dans des industries et commerces de son territoire. Le contrat a été octroyé à la plomberie 1750 d'Amexpert au montant approximatif de près de 20 000 $. La semaine de prévention des dépendances a eu lieu la semaine dernière. En résumé, la TVCE a reçu, dans le cadre de cette semaine, un communiqué de Haut Rivage, organisme de prévention des dépendances et de promotion de saines habitudes de vie. Haut Rivage en a profité pour lancer une campagne de sensibilisation et de promotion de ses services. Anciennement, Unité Don-Rémy, aujourd'hui, Haut Rivage, offre gratuitement des accompagnements individuels, des ateliers et des activités de sensibilisation aux adultes des MRC de l'Érable et d'Arthabasca. L'organisation de Plessisville réitère son message. Il n'y a pas de honte à parler de dépendance. Et lors de cette campagne, Haut Rivage a fait la distribution de cartes postales de sensibilisation par divers moyens. Notons enfin que l'organisme offre maintenant un service de travail de milieu afin de mieux joindre des usagers potentiels afin de leur venir en aide. Oups, une dernière nouvelle d'importance.
importance. Le chemin du Québec, le dossier avance pas à pas. C'est-à-dire que dans la semaine du 13 au 21 novembre dernier, vous avez sûrement remarqué la présence de marcheurs dans la région. Il s'agissait d'un petit groupe qui ont sillonné la boucle région des Bois-Francs. Tout a commencé à Sainte-Sophie d'Halifax, Saint-Ferdinand, Chesterville, Tingwick, Danville, Warwick, Victoriaville et Princeville pour un retour au point de départ sur le chemin du Québec. L'organisme communautaire Chemin du Québec a été initié en 2020 par Pascal Auger, qui est journaliste, conférencier et instigateur de Québec-Compostelle et du Chemin du Québec. Le but est de faire découvrir le Québec autrement, soit à pied. Voici maintenant nos entrevues. Le 25 octobre dernier avait lieu une marche pour démontrer que nos organismes communautaires étaient très importants et qu'on avait de plus en plus besoin d'aide du gouvernement pour conserver l'autonomie de nos organismes communautaires, le financement, mais aussi pour les gens qui veulent faire affaire avec nos organismes communautaires. Donc, on parle aussi de justice sociale. Alors, cette marche a eu lieu du côté de Trois-Rivières et je trouvais ça important d'en reparler à ce moment-ci parce que dans la région, nous avons Mme Caroline Moreau qui est directrice générale de la CDCE, donc de la Corporation de développement communautaire de l'Érable. Alors, je vais d'abord la saluer. Bonjour Caroline. Bonjour Lydia. Alors Caroline, je pense que c'était important de revenir avec cette mobilisation parce que quand des organismes communautaires à l'échelle nationale décident de se mobiliser, c'est parce qu'il y a un problème. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un gros problème? Bien, quand même, parce que ça fait plusieurs années, en fait, c'est la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». C'est la campagne unitaire, c'est-à-dire tous les secteurs confondus. Sur les 4000 groupes d'action communautaire autonomes au Québec, il y en a 3000 qui sont en santé, services sociaux. Mais donc, ça veut dire que ça inclut aussi tous les groupes au niveau de la famille, au niveau de la défense de droits, etc., donc tous les autres secteurs d'activité. C'est vraiment l'ensemble des groupes reconnus d'action communautaire. Oui, et vu que vous connaissez pas mal les regroupements communautaires, est-ce que dans notre région, là, si on prend un peu MRC, Arthabasca et Rennes, est-ce que dans notre région, il y a des organismes qui sont allés marcher à Trois-Rivières? Oui, il y en a qui sont allés, bien sûr. On avait, sur les 400 personnes présentes à Trois-Rivières le 25, on avait environ 50 personnes Arthabasca et Rennes. Il faut savoir que notre territoire est couvert aussi par des groupes dont le siège social est à Victoriaville, mais qui ont les deux territoires à couvrir, donc qui couvrent l'ensemble des municipalités. On était à peu près 50 personnes, Arthabasca Érable, la moitié de l'Érable, des membres qui sont membres de la CDC. Là. Voilà. Sur un total de, pour la région... 400 personnes. À peu près. Donc, c'est excellent. C'est excellent. On est quand même réputé pour avoir une belle mobilisation là, de façon générale. Oui. Et moi, mais c'est suite à un communiqué de la TROC CQM, ouais. Alors qui veut dire, pour ne pas me tromper, je vais quand même le mentionner, là, c'est la table, comme vous venez de le dire aussi, table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux au Centre du Québec, Mauricie. Donc, fallait qu'on conscientise qui en particulier? Vraiment le côté gouvernemental? Bien, le côté gouvernemental, mais aussi la population. En fait, la population ont accès aux services des groupes communautaires sans discrimination de n'importe quelle sorte. Et donc, pour répondre à ces besoins-là, on a besoin d'avoir un soutien financier conséquent pour répondre aux besoins. Avec la pandémie, on a vu une augmentation marquée. C'était déjà le cas avant, mais la pandémie a exacerbé la situation, la demande aux groupes communautaires. Donc, de façon générale, ça prend un soutien financier plus grand. Puis, c'est quand même plusieurs millions de dollars, là, 475 millions de dollars qui est nécessaire, en fait, pour couvrir selon les besoins qui avaient été calculés en 2016, donc indexés jusqu'en 2022. Bon. Si on a besoin de se mobiliser là, pour les organismes communautaires, est-ce qu'on a une oreille attentive du côté gouvernemental ou c'est toujours à recommencer? Bien, c'est toujours à recommencer dans le sens où il faut rappeler l'importance, l'existence, mais il y a une reconnaissance qui est là quand même. On a une écoute, une bonne écoute, puis depuis 2016, il y a quand même eu des augmentations importantes de financement. Évidemment, ça suit aussi parfois l'actualité. On en a eu, par exemple, au niveau des agressions sexuelles avec toute la question du MeToo. Il y a eu la violence conjugale également avec les différents féminicides qui ont eu lieu. Donc, parfois, c'est des causes qui viennent augmenter
augmenter du financement sectoriel, mais sinon, de façon générale, il y a quand même une bonne écoute. Il y a une bonne écoute aussi pour la reconnaissance de l'action communautaire autonome, mais il reste qu'il y a du travail à faire toujours dans cette sensibilisation-là. Et la population, bien, pour dire évidemment qu'on a besoin finalement du soutien de l'État accru pour continuer à offrir les services qu'on peut offrir à la population actuellement et bonifier, répondre à des nouveaux besoins aussi qui arrivent sur le territoire. Alors, parlons-en, parce que c'est le nerf de la guerre, le financement. Actuellement, nos organismes communautaires sont financés comment? Par des subventions? Bien, c'est des subventions, ça dépend des secteurs. En fait, c'est du financement à la mission qu'on souhaite augmenter parce qu'il y a du financement par projet, mais le financement par projet vient toujours de façon à devoir recommencer des projets, amener des nouveaux projets. Donc, ça épuise aussi les équipes en place, puis c'est pas nécessairement pérenne à long terme. Non. Donc, vraiment, le financement à la mission, c'est ce qui est revendiqué dans le cadre de cette campagne-là. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut un nouvel employé, parce qu'on a une grande demande du côté de notre organisme, il faut trouver la subvention pour engager quelqu'un. Exactement. Et souvent, les subventions, c'est pour 1 an, c'est pour 2 ans? Bien, le financement à la mission, lui, est évidemment tout le temps. Tant qu'il y a évidemment les fonds publics disponibles, là, ça fait toujours partie de la petite notice du protocole de financement, mais sinon, c'est vraiment le financement qui est assuré sur du plus long terme, qu'il y a un engagement gouvernemental à réserver ces sommes-là. Bon. Parle-moi un peu, parce lorsqu'a eu lieu la mobilisation, on s'occupait de la justice sociale. Ouais. Là, c'est important, vu qu'on vient de parler du financement, bien, justement, on veut du financement pour une justice sociale. Ça c'est vraiment important, parce que tous les organismes, il y en a combien dans la région? Il y en a beaucoup. Juste en santé et services sociaux, c'est plus de 200. Puis là, on a les autres secteurs, les CDC, défense de droits, etc. Fait qu'on doit arriver près de 300, 350. Et tous ces organismes-là viennent en aide. Donc, ils ont vraiment un lieu d'être. Il n'y a pas un organisme qui est trop là, dans la région. Puis de toute façon, dans les protocoles de financement pour le financement à la mission, une des conditions pour recevoir du financement, c'est de ne pas dédoubler un service existant. Fait qu'il n'y en a pas de dédoublement de service, en fait. Bon. Ni sur les territoires, ni dans le service offert. Voilà. Alors, parlons-en de la justice sociale. Oui. Donc, on s'adresse aux gens qui ont affaire à ces organismes-là. Oui, puis en même temps, la justice sociale, évidemment, c'est soutenir les groupes communautaires, c'est soutenir le tissu social, donc parce que souvent, c'est les personnes qui vont peut-être passer entre les mailles du système public, là, des fois qui se retrouvent dans les groupes communautaires, mais on fait beaucoup de prévention également. Donc, à long terme, on a un effet positif, en fait, sur les finances publiques. Mais la justice sociale, c'est aussi d'investir dans les services publics, donc en éducation, en santé, pour s'assurer qu'eux aussi répondent à leur demande de services de la population. Bon. Prenons un exemple d'un organisme qui vous vient en tête. Là. On va y aller avec l'autonomie, le financement et la justice sociale. Allons-y. Bien, par exemple, je vais prendre Orapé, qui est très connu dans l'érable. Orapé, en fait, a plusieurs services. Donc, c'est aussi une entreprise d'économie sociale. Par la ressourcerie, va chercher des revenus autonomes, mais a du soutien financier pour tout ce qui est banque alimentaire, notamment. Donc, il y a eu une augmentation importante durant la pandémie avec la demande des paniers alimentaires, les gens qui ont perdu leur emploi et qui étaient précaires aussi. Donc, tout ça a fait en sorte qu'ils ont eu besoin de soutien financier accru. Il y a des équipes aussi, donc, tu sais, ça reste des personnes humaines qui sont aussi en contact avec la COVID, avec d'autres personnes. Donc, ça a fragilisé des équipes de travail parfois d'avoir des membres absents ou d'avoir une trop petite équipe pour répondre aux besoins. Donc, il y avait plusieurs façons. Il a fallu de réinventer aussi la livraison des paniers alimentaires. Donc, tout ça demandait plus de ressources, finalement. Donc, ça fait partie d'avoir une augmentation du financement accru. Au niveau de l'autonomie, bien, c'est dans le fond un groupe qui est financé en santé et services sociaux. Je dirais qu'à l'heure actuelle, le ministère de la Santé et des Services sociaux est pas mal un bon élève de la politique d'action communautaire autonome au Québec. Mais il y a d'autres secteurs qui, par exemple, n'indexent pas les subventions. Donc, c'est-à-dire que chaque année, finalement, les groupes perdent un peu d'argent parce que le coût de la vie augmente, mais le revenu n'augmente pas avec la subvention. Donc, ça fait partie de la politique d'action communautaire. Donc, on demande d'être respecté. L'autonomie, c'est en fait la pierre angulaire de ça, donc d'avoir du financement à la mission, mais que nous-mêmes, comme groupe
comme personne membre des organismes, on peut déterminer la pratique, les orientations et tout ça comme conseil d'administration ou membre de l'organisme. Donc, l'autonomie englobe plusieurs choses, mais notamment cette partie-là de soutien au développement de l'organisme. Oui. Alors, plus que l'organisme a de l'autonomie, plus qu'on va pouvoir aider et répondre à toutes les demandes. Et l'autonomie donne la flexibilité. Oui. Donc, on a parlé beaucoup de l'agilité puis de la flexibilité des organismes communautaires dans la dernière année. C'est vrai, depuis leur fondation, c'est comme ça, les organismes communautaires sont très flexibles puis répondent rapidement parce qu'on n'a pas toute la grosse structure des services publics, par exemple. Donc, on est complémentaires, mais cette flexibilité-là, c'est l'autonomie qui nous la donne aussi. Donc, de conserver cette autonomie-là nous donne la flexibilité de réagir rapidement aux enjeux du territoire. La conclusion maintenant. Est-ce que cette mobilisation a eu du poids à l'heure où on se parle actuellement? Est-ce qu'on a eu des réponses? On va le savoir dans la mise à jour économique, s'il y a de l'information, en fait, si cette sensibilisation-là a eu un impact. Sinon, l'autre étape, c'est le budget en avril prochain, donc de voir les crédits qui seront peut-être débloqués pour les groupes communautaires, des nouveaux crédits. Donc, ce sera à voir. Pour l'instant, on est dans l'attente de ces informations-là au niveau du financement. Alors, j'espère que l'année 2022 vous donnera d'excellentes nouvelles dans notre monde communautaire. Merci beaucoup, Caroline Moreau. Alors voilà, c'était la directrice générale de la Corporation des développements communautaires de l'Érable. Eh bien, on va se donner un petit air du temps des fêtes parce que nous allons enfin vous parler, parce qu'il est de retour cette année, c'est le marché de Noël de l'Érable Arthabasca. Et puis, pour nous en parler, on reçoit nul autre que Joanie Roy, que vous connaissez, puisqu'elle s'occupe du marché public, entre autres, de Saint-Ferdinand. Alors, Joanie Roy, qui va nous parler de ce marché de Noël, qui s'en vient, ça s'en vient très, très bientôt. On va lui laisser l'honneur de nous parler des dates et une attention toute particulière pour vos enfants également, qui seront encore une fois très choyés, et même vous aussi en tant qu'adulte. Parce que là, c'est le temps de faire ses achats et ses cadeaux de Noël. Joanie Roy, allô? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, là, on se demandait tous, parce que ça commençait à jaser, si le fameux marché de Noël d'Arthabasca et de l'Érable allait être de retour cette année. Oui, on va être de retour cette année. Donc, ça se passe les 27-28 novembre et les 4-5 décembre à la jardinerie Fortier de Princeville, de 9h30 à 16h30. La jardinerie Fortier, toujours le même endroit. Vous allez me donner les raisons. Moi, je trouve que c'est un royaume du Père Noël. Tu sais, ils sont bons, la jardinerie. La boutique, là, c'est wow, c'est féerique. Puis, tu sais, en tant qu'exposant, exposé dans les serres à l'intérieur, chauffé, l'hiver, c'est magique. T'sais, on est bien, on est confortable, on n'est pas... s'il y a une tempête de neige, on est à l'abri, là. Fait que, c'est très agréable pour ça. Oui, et il y a du trafic. Habituellement, le stationnement est rempli à craquer à chaque édition. Oui. Quelle édition cette année? La 13e édition cette année. Déjà 13 ans? Oui. Ça va bien, ça va vite. Ça va vite, oui. Et il y a toujours une augmentation. Là, ce qui est nouveau aussi cette année, c'est que vous avez décidé d'agrandir le site. Il reste encore de la place pour agrandir le site? Il reste encore de la place. On en a trouvé. Donc, on a ajouté une nouvelle serre à notre parcours cette année, fait qu'on va avoir une dizaine d'exposants de plus à vous présenter. Donc, cette année, on va avoir, si je ne me trompe pas, 79 exposants total sur les 2 fins de semaine pour un total de 72 exposants par fin de semaine. Il faut mentionner que l'an dernier, il n'y a pas eu d'édition. Oui, on n'a pas fait l'édition. On l'a su à la dernière minute que le marché de Noël aurait pu avoir lieu. Puis avec les consignes sanitaires, c'était quand même compliqué à gérer. Là. Bon, mais cette année, consignes sanitaires, tant qu'à en parler, ça va fonctionner comment? C'est les mêmes règles que le centre commercial. Donc, le passeport vaccinal n'est pas obligatoire. Le port du masque est obligatoire, désinfectant des mains, puis une distance de 2 mètres à respecter. OK. Et est-ce qu'il y aura un Père Noël? Habituellement, il y en avait un? Non, on n'aura pas d'animation cette année là, parce que la santé publique ne recommande pas les animations pour diminuer les foules. Là. Mm-hmm. Puis on a quand même assez de gens qui viennent juste pour voir les exposants, fait qu'on va essayer de ne pas trop en rajouter. Vu que Joanie t'a parlé d'augmentation d'exposants, moi, la question que j'aime aborder, c'est est-ce que c'est des nouveaux exposants avec finalement, est-ce que c'est jamais les mêmes exposants? Comment ça fonctionne? On a tout le temps quand même une rotation d'exposants qui se fait naturellement.
Donc, cette année, on a quand même beaucoup de nouveaux exposants là, qu'on n'a jamais vus au marché de Noël. Fait que 35 nouveaux exposants. Puis, entre les 2 fins de semaine, il y en a qui sont différents. Fait qu'il y a 9 nouveaux exposants pour la 2e fin de semaine qui ne sont pas là la première fin de semaine. Bon. J'aimerais ça savoir un peu, exposant de quoi, là? Parce que c'est des objets du temps des fêtes, c'est de la bouffe, c'est quoi? Ben vas-y, parle-moi des On a sortes autant de d'affaires. l'agroalimentaire que de l'artisanat. Oui. Donc, dans l'agroalimentaire, là, je pense aux produits d'érable, des chocolats, des confitures. On a des viandes, charcuterie. On a vraiment une grande diversité. Côté artisanat, on a de la couture, du tricot, du tissage, des chandelles, des savons. On a du bois, de l'ébénisterie, quand même assez varié cette année. Bijoux, je ne me souviens pas si je l'ai dit, mais en tout cas, on a une grande gamme de produits. Oui, et tous ces gens-là viennent de la région aussi, hein? Oui. C'est ça qu'il faut mentionner, là. La plupart, je te dirais la plupart viennent du centre du Québec. Oui. Puis il y en a qui vont un petit peu plus loin, là, des fois Drummond, Magog. Il y en a qui... Des choses qu'on n'est pas capable d'avoir ici, puis qu'on veut avoir, qu'on va chercher un petit peu plus loin. Parle-moi un peu de l'ambiance, parce que moi, ça m'a toujours impressionné. Juste l'entrée, là, quand on rentre à la jardinerie Fortier, il y a une boutique de Noël, premièrement, qui est tout à fait extraordinaire. Puis on peut même acheter des beaux sapins de Noël décorés aussi. Ça, je voulais le mentionner, ils sont terribles, sont beaux, sont magnifiques. Ouais, ils ont vraiment le don pour la décoration, la jardinerie. Là. Puis, le décor, il est déjà fait. Là. Je pense que au mois d'octobre, après l'Halloween, là, la boutique est déjà en mode Noël. Là. Donc, c'est une ambiance féerique. Puis cette année, nous, on a décidé aussi d'investir dans notre décor directement dans les serres. Fait que là, on a acheté nappes, rideaux et lumières qui vont être nouveaux cette année dans la serre. Fait que pour créer une nouvelle ambiance, puis harmoniser aussi les kiosques des exposants. Bon, je me souviens que, il y a certaines années, on faisait tirer un panier cadeau, des choses comme ça. Oui. Est-ce qu'on récidive cette année? On va avoir... si je ne me trompe pas, 3 ou 4 paniers cadeaux à faire tirer. Oh. Mais ça va être pour les retours de coupons qu'on appelle. Fait que, nous, on a fait de la publicité dans les journaux, à la radio, Promopost et tout ça. Fait que si jamais vous trouvez les coupons, vous pouvez les rapporter, puis vous allez pouvoir gagner les paniers cadeaux. Habituellement, on faisait un concours coup de cœur qu'on ne fera pas cette année par rapport aux mesures sanitaires. Là, on ne veut pas que ça fasse des bouchons. C'était trop compliqué pour faire un stand de désinfectant puis tout ça. Fait que vraiment, pour essayer d'être le plus hygiénique possible cette année, on le fera pas. Maintenant, ça attire combien de gens? Parce qu'il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. La dernière édition, c'était 6600 ou 6700 personnes pour les 4 jours. Fait que c'était à peu près 1500 à 2000 personnes par jour. Oui. Et les gens viennent d'où? Parce que c'est quand même renommé, là, quand on parle du marché de Noël. Je te dirais, selon nos statistiques, là, Victo, Princeville, Plessis, Thetford, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de là. C'est sinon aux alentours. Là. OK. Donc, c'est vraiment local aussi. Oui. C'est ça qu'on peut mentionner là, en même temps. Des fois, quelques gens, selon les statistiques, on a eu Montréal, Québec, mais tu sais, c'est pas la majorité. OK. Bien, comme on dit, là, la visite va recommencer. Alors, téléphonez à la parenté qui est à Montréal ou Québec, puis amenez-nous ce monde-là dans la région, dans le fond. Hein, c'est ce que vous semblez nous dire aussi. Alors, est-ce qu'il reste autre chose d'important à mentionner, comme pour le cachet enfant, parce qu'on sait que le temps des fêtes, c'est les enfants aussi, là? Je te dirais, pour les enfants... cette année, on n'a pas beaucoup de produits en salle. On a quand même beaucoup de produits sur notre boutique en ligne cette année, qui est nouveau. Fait que, vous pouvez aller sur le boutique.marchédenoël.ca pour voir tous les exposants disponibles. On a une quarantaine d'exposants, dont la moitié qui sont exclusivement sur le web. Puis, les jouets et les jeux pour enfants éducatifs sont majoritairement sur le web. Donc, le principe, c'est on a 2 points de chute. Donc, le premier point de chute va être du 19 novembre au 24 novembre. Ça, c'est pour commander. Puis les gens vont venir chercher le 27-28 novembre à la jardinerie Fortier. Puis la deuxième période de commande sera du 26 novembre au 1er décembre. Puis les gens vont pouvoir venir chercher leur commande le 4 et 5 décembre. On offre la cueillette, donc, dans le fond, au marché Noël ou un service à l'auto sans contact. Voilà. Et c'est sur 2 fins de semaine. Je pense que c'est important, en guise de conclusion aussi, de donner les dates. Alors, on y va. On y va, donc, les 27-28 novembre et les 4-5 décembre, de 9h30 à 16h30 à la jardinerie Fortier de Princeville. Oui, et les journées, c'est seulement le week-end? C'est seulement samedi-dimanche. Les heures?
9h30 à 16h30. À 16h30, vous l'avez mentionné aussi, voilà. Alors, dans ce cas-là, je vous laisse le mot de la fin. Comment qu'on profite de cette belle féerie du temps des fêtes? En le fond, nous, on vous invite à venir découvrir les exposants que vous avez aimés les années passées, puis à venir découvrir tous les nouveaux exposants que vous n'avez pas encore rencontrés. Alors qu'on en profite, c'est Noël, car il neige dans notre tête. Alors à tous et à toutes, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes et n'hésitez surtout pas à aller faire un tour et amener les enfants sont les bienvenus, là, oui, hein? Oui. C'est la famille au complet, là, sans problème. Et puis encore une fois, on souhaite un bon succès au marché de Noël de l'érable Arthabasca. Merci Joanie Roy. Merci Lydia. Coordonnatrice donc du marché. On a reçu déjà nos premiers flocons de neige, etc. Et là, on sait que le temps des fêtes arrive à grands pas. Et là, on veut vendre le Centre du Québec en cadeau. Comment on va s'y prendre du côté de tourisme, Centre du Québec? Vous avez des idées, hein? Oui, en fait, on a mis sur pied une petite campagne du temps des fêtes qui est hébergée sur notre site web, le tourismecentre-du-québec.com. En fait, cette campagne-là, ça vise à promouvoir un peu les offres de paniers cadeaux, de forfaits, de séjours dans la région ou même des activités qui sont offertes par nos entreprises touristiques du territoire. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupées sur une page dédiée sur notre site web, une page qu'on promeut par une campagne Google également, et aussi avec nos infolettes qu'on envoie à des gens qui sont abonnés là, sur notre site web, que ce soit du Centre du Québec ou de l'extérieur. Donc, tous les gens là, qui sont abonnés à cette infolette-là, à nos pages de médias sociaux ou qui se promènent un petit peu sur Google, là, ils peuvent voir un peu les offres de cadeaux qui se font au Centre du Québec pour l'industrie touristique. On a des produits pour le corps, on a vraiment un amalgame de cadeaux pour un petit peu tous les styles de personnes. Bon, je te laisse parce que je vais aller consulter le site. Là, j'ai plein de cadeaux à offrir encore une fois cette année aux gens qu'on aime. Salut, merci beaucoup Marie-Hélène. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez de bonnes semaines. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Là-dessus, à la semaine prochaine.